Activez vos synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs. Et aujourd'hui, nous n'avons aucune limite sur le plateau du Labo des Savoirs et pour cause, nous sommes réunis pour une émission spéciale enregistrée en direct des Utopiales, le Festival international des cultures de l'imaginaire de Nantes. La rencontre intergalactique annuelle des curieux et curieuses de science-fiction et de fantasy sous toutes ses formes continue d'ouvrir les portes des réflexions. Un festival au croisement des sciences et des arts littéraires, du cinéma ou encore de l'illustration. Un festival placé cette année sous le thème des limites à explorer, à réinventer, à dépasser. Et sur cette terre fertile de l'imaginaire, existe-t-il des limites à la créativité ? Aujourd'hui, le Labo des Savoirs et nos limites. Et bienvenue pour cette émission spéciale au cœur même de la Cité des Congrès de Nantes pendant le Festival des Utopiales qui se confronte aux limites et dépasse les bornes. Et vous avez peut-être pu le voir vous-même, auditeurs et auditrices, des bornes parfois dépassées par les IA, ou plutôt les algorithmes, qui se permettent des incursions dans des disciplines créatives telles que la musique, l'écriture ou le dessin. Existe-t-il déjà des domaines où les algorithmes font mieux que l'humanité ? La recherche scientifique actuelle et à venir rejoindra-t-elle un jour l'imaginaire des œuvres de science-fiction et brouiller les pistes ? Et voici les quelques questions que nous allons nous poser au sein des Utopiales qui parvient chaque année à rassembler à la fois auteurs, autrices et scientifiques ainsi que les arts visuels comme le cinéma ou la bande dessinée. Et pour représenter au mieux cette diversité, nous avons le plaisir d'accueillir nos trois invités, à commencer par Raphaël Granier de Cassagnac. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche en physique des particules au CNRS et titulaire d'une chaire d'enseignement et de recherche sur le thème sciences et jeux vidéo, mais aussi auteur de science-fiction, et ça va nous intéresser dans la suite de cette émission. À vos côtés, Sandy Cambon, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences et technologies de l'information, de la communication et de l'électrophysiologie, également ingénieur de recherche à l'INSERM au laboratoire traitement du signal et de l'image, à Rennes 1. Et pour terminer, Boulet, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur, illustrateur et scénariste, notamment de Bolshoi Arena, paru aux éditions Delcourt. Et vous l'aurez compris, nous allons parler aujourd'hui de créativité. Ce terme, parfois utilisé à tout va dans de nombreux domaines et dont une définition serait peut-être de dire que de créer, c'est déjà faire quelque chose de nouveau et d'adapté qui se baserait sur nos connaissances et sur ce qui a déjà été fait. Mais est-ce que créer, c'est déconstruire ce que l'on sait déjà ? Et je commence à poser cette question pour Raphaël. Oui, sans doute. Moi, j'ai une petite phrase que j'aime bien toujours dire, c'est en fait, on n'invente jamais rien, donc on invente toujours quelque chose, en fait. C'est-à-dire que dans un processus créatif, si on essaye de faire absolument original, je pense qu'on se trompe. Il y a toujours des références, il y a toujours plein de choses derrière nous qui nous nourrissent, et donc être original à tout va, c'est pour moi pas une bonne option. Il vaut mieux avoir conscience qu'on a des références, les assumer, et puis rajouter des petites touches petit à petit. Et donc c'est ça, pour moi, créer, c'est ça, c'est se baser sur une base de références assez forte et rajouter des petites touches successives. Boulet, est-ce que le mythe vraiment de ces artistes qui créent quelque chose du néant et qui sortent quelque chose de leur tête est complètement faux et qu'on est forcément influencé, référencé par tout ce qu'on a vu, entendu ou lu ? Je pense que oui, on est influencé par tout ce qu'on a lu, on se crée uniquement de références et de ce qui a été fait avant nous. Moi, j'aime bien comparer l'art à un langage, quelle que soit la discipline, que ce soit la musique, l'écriture, le cinéma ou la bande dessinée en ce qui me concerne. On est entièrement dans un phénomène de langage, c'est-à-dire qu'il y a une dimension de communication. On a besoin de communiquer quelque chose, et pour communiquer, il faut des références communes. C'est comme pour le langage, on n'invente pas des mots à tout va pour créer son propre langage. On apprend le langage existant, on le manipule, on le crée, et ce qu'on crée après, c'est qu'on se l'approprie pour transmettre sa propre voix.
Mais voilà, les gens qui créent en utilisant le langage ne fabriquent pas leurs propres mots. Ils se contentent de les réagencer de la manière la plus intelligente possible. Et bon, j'aurais dû finir là-dessus, c'était bien. Non, mais c'est très bien. Vous avez parlé justement d'apprentissage de langage. Est-ce qu'on peut aussi finalement apprendre à savoir créer? Est-ce que c'est pas quelque chose qui est forcément inné ou viscéral? C'est vraiment quelque chose qu'on peut apprendre, selon vous? Oui, moi je crois très peu à l'inné en ce qui concerne les activités artistiques. Je pense qu'il doit y avoir une part d'inné, comme il y a une part d'inné absolument partout. Dans nos morphologies, dans la couleur de nos yeux, enfin ce que vous voulez. Mais je pense qu'elle est plus faible que ce qu'on croit. On imagine souvent qu'il faut avoir un don, qu'il faut être né avec. Et en fait, il suffit de regarder la population des artistes, des créateurs, des créatrices d'une manière générale pour se rendre compte que l'impact sociologique en fait est énorme, de la sociologie j'entends, je veux dire, c'est-à-dire que la création artistique c'est avant tout une question de caste sociale, de choses comme ça, et donc la part de l'inné, moi elle me fait bien rigoler, c'est-à-dire c'est pas parce que en bande dessinée jusqu'à il y a 20 ans il y avait quasiment que des hommes, c'est pas parce que les hommes blancs sont meilleurs pour faire de la bande dessinée, c'est simplement que on avait créé un cadre sociologique qui ne permettait qu'à cette population-là de s'exprimer sous cette forme. Donc je pense qu'avec les bons outils, n'importe qui peut devenir créateur. Et pour ce qui est de la part de l'inné, je veux bien qu'elle existe, je veux bien que des gens aient l'oreille absolue et soient très bons pour apprendre la musique, je veux bien que des gens aient un sens de la perspective inné et soient des très bons artistes sans beaucoup travailler. Mais moi, par exemple, j'étais un artiste médiocre quand j'étais petit, enfin je veux dire, j'avais pas un don spécialement. Mon seul don, c'était d'être obsédé par le dessin et de dessiner tout le temps. C'était Jacques Brel qui disait que le talent, c'est l'envie de faire quelque chose. Et ça, j'y crois beaucoup. Est-ce qu'on retrouve un petit peu cette même réflexion en sciences où finalement on n'a pas forcément besoin d'avoir un talent extraordinaire ou une part d'inné pour pouvoir créer et à faire de l'innovation aussi en sciences, parce qu'on se base sur les articles qu'on a pu lire, sur les recherches précédentes. Est-ce qu'on a à peu près un apprentissage aussi de savoir créer quelque chose de novateur en sciences? Oui, bien sûr, il n'y a pas forcément de part d'inné non plus au même sens que pour la création artistique dans la découverte scientifique. Et on peut notamment noter aussi que la plupart des inventions en sciences se sont faites aussi par hasard. Elles se sont faites par hasard parce que les gens continuaient à essayer de chercher, essayer de trouver de nouvelles solutions à des problèmes qu'ils avaient rencontrés. Et l'inné n'a pas un impact sur cela, de trouver la bonne idée, on va dire. Et j'ai envie de reprendre cette citation que j'ai trouvée dans Bolshoi Arena, le tome 1, qui dit que la science ne se fait pas dans le vide. Il faut aussi de la patience, mais aussi de l'imagination. Ce sont nos rêves qui sont le moteur. La science n'est qu'un outil à leur service. Et ça, c'est Boulet qui l'a écrit. Oui. Bah, ça, c'est pour... il faudrait que je raconte tout le bouquin pour y donner plus de sens. Mais effectivement, je sais pas comment. Ça, il faudrait demander à Sandy. J'ai l'impression que dans l'art, on a moins la question de la vérité, dans le sens de la vérité absolue. Autant en science, on a l'impression qu'on est régi par des lois sous-jacentes qu'on va chercher à découvrir. Moi, j'ai l'impression qu'en art, on est moins dans la découverte, on est plus dans dans un processus, comme tu disais, de déconstruction, reconstruction. Mais je sais pas, moi c'est une question qui m'intéresse. Est-ce qu'en science, vous ressentez aussi finalement ce besoin de créativité, ou est-ce que vous avez aussi cette notion de vérité absolue, de travail de découverte, quoi? C'est un peu compliqué parce que c'est vrai qu'il y a un environnement qui fait qu'il est nécessaire qu'on expérimente selon les lois de la science, on va dire les attendus de la science pour démontrer qu'une solution est fiable ou non. Pour trouver les bonnes solutions, on va dire, on est obligé d'expérimenter dans un cadre contraint. Après, en termes de créativité, on va avoir quel problème résoudre, qu'est-ce qu'on va pouvoir aller chercher, qu'est-ce qui est intéressant
de regarder quel angle il faudrait prendre pour résoudre un problème. Et ça a une part de créativité, d'association de données, par exemple, des types de données qu'on va venir associer. Ça va être vraiment le fait d'imaginer où l'information la plus pertinente sera présente. Ouais. Oui, je pensais à ça parce que je fréquente un petit peu des gens qui font des maths et tout, et je suis toujours surpris de les entendre parler, d'exprimer leur opinion sur des mathématiques en termes presque artistiques. Ils parlent de l'élégance des mathématiques de tel ou tel mathématicien, ou par exemple pour du code, il y a aussi cet aspect-là où il y a une sorte de recherche esthétique quand même, même dans des choses qui peuvent paraître les plus brutalement scientifiques, quoi. Oui, ils cherchent à faire du beau, de faire de belles équations, que ce soit joli sur le tableau noir également. Est-ce que c'est difficile en sciences notamment de sortir de ce que l'on sait déjà? Parce qu'on n'invente pas de nouveaux paradigmes à chaque article, on ne révolutionne pas la science et sa discipline tout le temps. Non, justement, c'est un processus très long et c'est des choses qui se passent parce qu'on a tout un ensemble, une communauté de chercheurs qui vont travailler sous un certain angle pour une question, et c'est la combinaison de toutes ces connaissances qui vont nous permettre à un moment soit de valider que la solution a été trouvée déjà là-dedans, ou de dire là on va devoir passer sur autre chose pour trouver la solution. Je pense qu'il y a un phénomène qui est un peu différent en termes de création, c'est qu'elle est moins individuelle en recherche, en sciences que pour l'art dont vous êtes les représentants. Raphaël, vous avez ressenti la même chose en physique des particules, qui pour le coup est une discipline qui évolue beaucoup ces dernières années et qui fait presque appel à de la créativité pour aller chercher des nouveaux concepts régulièrement. Qui est extrêmement collective, c'est peut-être même la science qui est la plus collective, pour reprendre ce que disait Sandy. Donc pour moi, oui, il y a une part de créativité dans ce que fait le scientifique, mais contrairement à l'artiste qui va être confronté au public, en fait, donc sa créativité va être confrontée à un public, le scientifique il doit d'abord confronter sa créativité au réel, en fait, au résultat de l'expérience. Est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? Mais il y a effectivement une grande part de créativité. Alors en physique des particules, en ce moment, on est dans une situation dans laquelle les expériences en gros vérifient tout ce qui a été prédit, le modèle standard est presque terminé, il y a des très grands mystères comme la matière noire, l'énergie noire. Donc on est dans un champ où l'expérimentateur fait des mesures et en gros, à peu de choses près, il fait que vérifier que la théorie est correcte. Et les théoriciens, par contre, sont partis très très loin à inventer des solutions. Et c'est vraiment là pour le coup très créatif parce qu'ils n'ont pas encore de confrontation directe au réel. Et donc eux, les théoriciens en physique des particules sont de très très grands créateurs. Moi, souvent, je fais des comparaisons avec des auteurs de SF. Ils sont bien plus inventifs pour moi qu'une grande partie des auteurs de SF. Parce qu'une grande partie de ce qu'ils inventent, c'est très très difficile à mettre en narration dans un récit. Quand on parle d'univers en 13 dimensions, c'est pas facile d'écrire une BD ou un... Imagine à dessiner en plus. À dessiner, c'est un peu difficile. Ouais. Moi déjà, j'ai du mal avec 3. Alors. Je te mets au défi. Vous parlez justement de ces scientifiques qui sont très créatifs, et ces scientifiques souvent utilisent des outils, et là il y a des nouveaux outils aussi qui arrivent pour les dessinateurs, les artistes en général. On a parlé un petit peu des IA dans l'introduction, il y a des superbes IA qui créent des dessins ou des illustrations avec juste des mots-clés. Est-ce que utiliser ce genre d'outils ou de logiciels qui ne sont pas humains, c'est quand même de la créativité humaine pour ce qu'on arrive à en faire ou pas ? Est-ce qu'utiliser un appareil photo, c'est créatif parce que c'est mécanique? Moi, j'ai envie de dire la réponse est oui. Est-ce qu'une caméra de cinéma, on peut être créatif avec une caméra qui est un appareil mécanique? Les intelligences artificielles posent beaucoup de problèmes, vraiment, je pense, mais celui-là, à mon avis, n'en est pas un. C'est-à-dire, je pense que les intelligences artificielles peuvent permettre de la créativité, peuvent permettre de vraiment avoir une importance, à mon avis, dans beaucoup de professions. Je pense notamment à l'animation, où quelquefois on doit dessiner des dizaines d'intervalles entre deux images d'animation. Je suis certain que ça, c'est un truc qui, à terme, va être remplacé par des intelligences artificielles. Mais les problématiques sont un petit peu différentes. Je ne sais pas si on rentre dans le vif du sujet directement des IA. Allons-y. Moi, la question que je trouve la plus importante pour les IA, c'est que pour un appareil photo, on peut dire qu'il y a une mécanisation de l'acte créatif. C'est-à-dire qu'on va utiliser un appareil photo, un appareil électronique ou mécanique pour prendre une image, mais la créativité va rester
celle de l'auteur qui va devoir choisir l'angle, la lumière, etc. Donc, pour les IA, le problème est un petit peu différent parce qu'il y a une mécanisation, mais c'est une mécanisation qui est nourrie. C'est-à-dire que là où c'est le geste du photographe qui dirige la caméra, l'IA, elle est nourrie par le travail d'autres artistes. Donc les vraies questions qui vont se poser, c'est quels sont les droits de l'artiste là-dessus. Et là, pour le coup, il y a une boîte de Pandore qui vient d'être ouverte et qui va poser beaucoup de questions éthiques parce que l'IA, elle n'est pas neutre. L'IA, elle dévore des millions de références pour produire une image. Et la question, c'est est-ce qu'elle a le droit ? Est-ce qu'on a le droit de prendre tout ce qu'a fait un auteur, de le mettre dans un gros mixeur et de demander à un ordinateur de ressortir quelque chose qui peut imiter en plus le style de l'auteur et le remplacer. Donc là, il y a des vrais enjeux humains derrière, donc qui vont et des dangers très réels pour des créateurs. Je pense par exemple que, à mon avis, la première caste créatrice qui va être touchée par les IA, ça va être l'illustration d'articles. On sait que beaucoup de journaux, de magazines, surtout en ligne, utilisent des stocks photos qui sont déjà mais il y a des gens qui vivent de la stock photo, qui font des tonnes et des tonnes de stock photo, qui demandent à des gens de mettre un masque de gangster et de se mettre devant un écran d'ordinateur pour illustrer un article sur les pirates informatiques. Maintenant, ça, c'est des trucs qui typiquement vont pouvoir être faits en une seconde par une IA. Et donc, il y a déjà comme ça un métier qui va être sabré, décimé à mon avis, en quelques mois. Et alors, si on revient sur le côté créatif, est-ce qu'on peut dire que l'IA ou les IA qui existent actuellement sont plus créatives que l'homme ? Personnellement, je vais finir très rapidement et laisser parler les autres parce que je vous accapare le micro. Je pense que non. Je pense que l'IA, elle n'a pas d'intention. Et je pense que la créativité, c'est avant tout une intention. L'IA, c'est un processus mécanique. Savoir si le dessin produit est créatif ou non, ça va être dans le regard du spectateur ou dans le regard de la personne qui a passé la commande. Donc je pense que la créativité reste encore extérieure tant qu'une machine n'aura pas d'intention. Je veux bien que ça existe dans un futur lointain, mais tant qu'elle n'aura pas une volonté propre et une intention propre, je pense qu'elle n'aura pas de créativité à proprement parler. Alors je rajoute une question, comme ça vous pouvez répondre aux deux questions en même temps. Est-ce qu'elle pourrait en revanche nous permettre, nous, d'être de meilleurs créateurs ? Donc est-ce qu'elle est plus créative, et si elle ne l'est pas, est-ce qu'elle pourrait nous aider à être de meilleurs créateurs ou créatrices ? Mais meilleur, je sais pas. Moi, je suis d'accord avec toi en fait. On n'y est pas encore à l'IA qui soit vraiment une artiste finie, qui a son intention et tout ça. Par contre, ces IA sont des assistants à la création qui peuvent être assez puissants. Moi, j'ai deux anecdotes. Moi, ce matin, j'ai essayé avec Dali là, de faire une image de ce qui est en train de se passer ici, c'est-à-dire de lui commander une image de nous 5 autour de la table en train de faire une... Je vous la montrerai, alors c'est pas très radiophonique, hein, mais je vous la montrerai à l'issue. C'est complètement raté, on est 4, il y a quelqu'un qui est chauve. Donc erreur. Alors que j'avais dit qu'on avait tous des cheveux en plus. Et donc il y a brut comme ça, l'IA est pas capable de faire quelque chose. Après on peut l'entraîner, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire qu'on par itération successive on y arrive. Et là le processus créatif du maître de l'IA, si je puis dire, il est complètement là, quoi. C'est important. Et l'autre anecdote que j'ai, c'est que j'ai un ami qui est photographe professionnel. Qui a commis une série, qui est en train de commettre une série sur un des algorithmes, et ça marche en fait. C'est-à-dire qu'avec une intention créatrice photographique, donc je lui dis je vais faire une série, je vais décliner un thème photographique en plein d'itérations successives, et ben il peut utiliser un outil comme ça pour générer des images dont il est content, mais ça demande un savoir-faire derrière énorme en fait, parce qu'il sait quoi demander à l'IA, il a son intention créatrice, il utilise beaucoup. Et donc ce que tu disais sur la disparition des métiers, je pense effectivement les petites illustrations, petits illustrateurs vont sans doute disparaître parce qu'on peut mais les grands, enfin il restera toujours de la place pour énormément de choses. Moi j'ai un autre exemple qui vient du jeu vidéo, par exemple un créateur de monde ouvert, donc quelqu'un qui a envie de faire un monde quasi infini. Aujourd'hui dans le jeu vidéo on fait plus le monde, il n'y a pas un artiste derrière qui peint tous les arbres, ça c'est plus possible ça, donc il faut faire à un moment appel à une IA. Et on peut appeler par exemple de ses voeux, le créateur il part le soir et il demande à son IA fais-moi 14 univers pour demain matin. Il arrive le matin, il regarde ces 14 univers, enfin c'est celui-là que je préfère, mais tu vas changer ci et ça. Donc pour moi aujourd'hui ce sont de formidables assistants à la création. Ce sont pas encore les IA sont pas encore des créatrices finies, mais ça viendra peut-être.
Est-ce qu'on peut voir peut-être des choses de cet ordre-là dans les sciences du numérique, dans le traitement des informations, où on apprend justement à des algorithmes à aller chercher des informations pour en extraire en particulier, pour créer une nouvelle information? Il y a un processus créatif dans ce sens-là? Pour l'instant, ça va être à peu près la même situation, c'est-à-dire qu'on n'a pas une intention de l'intelligence artificielle à résoudre une question scientifique. Par contre, elle nous permet de traiter beaucoup plus de données en même temps et surtout de pouvoir trouver des associations entre informations qu'on n'aurait pas pu trouver, liées, notamment par les limites de notre cerveau à concevoir autant de dimensions aussi. Parce que quand on parle de différents paramètres, on parle de dimensions par paramètre aussi. Donc nous, c'est un peu, c'est pareil, c'est un formidable outil pour trouver de nouvelles solutions ou de nouvelles techniques pour résoudre des problèmes. Là, moi, pour le coup, c'est pour résoudre des problèmes dans le soin, dans l'aide à la décision pour le médecin. J'en avais discuté avec un scientifique du MIT à Boston qui m'expliquait qu'il avait développé, comme ça, il avait utilisé des intelligences artificielles pour faire des couloirs d'évacuation pour des théâtres et des opéras, des trucs comme ça, en cas d'incendie. Et il demandait à l'intelligence artificielle de créer le chemin optimal pour sortir. Et l'intelligence artificielle faisait des milliers d'itérations comme ça, en affinant pour avoir un rendement le plus performant possible. Et puis il se rendait compte que l'IA proposait des solutions auxquelles ils n'auraient jamais pensé, du genre il fallait que pendant 2 mètres le sol soit mou, et puis que tout à coup il y a un poteau au milieu, puis que le couloir s'élargisse un petit peu, puis rétrécisse à nouveau, et ils arrivaient à des schémas comme ça, et ils disaient ça fonctionne, c'est beaucoup plus efficace, mais on n'a aucune idée de pourquoi. Et je trouvais ça assez marrant de dire qu'effectivement, en utilisant des mécanismes comme ça, on pouvait tomber sur des solutions auxquelles on n'aurait pas pensé avec nos cerveaux d'humains. Parce qu'on se met nos propres limites. Voilà. Déjà. Il y a des exemples inverses aussi, donc il y a vraiment des allers-retours entre les deux qui sont intéressants. Moi j'aime bien l'exemple de Foldit, qui est un jeu vidéo qui a été créé pour plier des protéines. Donc plier des protéines, c'est un problème assez complexe que les IA n'arrivaient pas au passé à traiter. Et pendant une dizaine d'années, c'est l'intelligence collective. Donc on donnait, grâce à un jeu vidéo, à des dizaines de milliers de joueurs la possibilité d'essayer de plier ces protéines. Et vraisemblablement, c'est parce qu'on a une intelligence de visualisation en 3D que l'IA n'avait pas encore. Et donc pendant une dizaine d'années, ceux qui donnaient les meilleurs résultats, c'était encore une communauté, alors pas une personne, une communauté de cerveaux humains qui résolvait les problèmes. Et je l'avais prédit en plus, mais il y a 2 ans, c'est fini, quoi. C'est-à-dire que l'IA maintenant, avec AlphaFold, c'est les mêmes qui ont battu les humains aux échecs et au Go, hein, et ils ont réussi à régler ce problème-là de plier des poteries. Donc problème de sciences dures, moi j'ai assez confiance dans le fait que les problèmes de sciences dures vont être pliés, jeu de mots, par l'IA progressivement et assez vite, parce que c'est des problèmes qu'on peut assez facilement conceptualiser. Par contre, justement, aide à décision médicale, c'est un très bon exemple. Tout ce qui est sciences humaines et sociales, je pense que l'IA va peut-être nous accompagner et nous assister, mais elle ne sera jamais capable de régler le problème, parce qu'on n'est même pas capable, nous, de les poser à une IA proprement, en fait. Ça tombe bien, ça va être le sujet de la deuxième partie de notre émission. On reste dans la création, mais musicale cette fois, avec cette première pause et 2 morceaux issus du projet Cell Worlds, Nouveau Monde, suivi de Nouveau Départ de UN L'Herbe.
vos neurones. Vous êtes bien. Vous êtes au Labo des Savoirs. De retour au Labo des Savoirs pour notre émission spéciale en compagnie de nos 3 invités Raphaël Granier de Cassagnac, Sandy Cabon et Boulet, où nous interrogeons les limites de la créativité. Sandy, vous êtes ingénieure de recherche et votre quotidien de chercheuse, c'est de travailler sur des algorithmes qu'on pourrait qualifier d'aide à la décision clinique, si j'ai bien suivi. Oui, c'est ça. En fait, on discute avec les médecins de problématiques qu'ils ont. Donc, je peux vous parler de 2 exemples. On a, avec les pédiatres du CHU de Rennes, on a une question autour de comment monitorer le sommeil des nouveau-nés prématurés pour obtenir cette information qui est primordiale pour évaluer le développement du cerveau de l'enfant. Aujourd'hui, il n'y a pas de technique automatisée pour le faire. Il y a des observations qui peuvent être faites de façon ponctuelle et en demandant l'ajout de capteurs sur le bébé. Sachant que les bébés prématurés sont sensibles, on préfère éviter des solutions de ce type. Et donc notre idée, c'est avec des caméras et des microphones, venir automatiser l'estimation des stades de sommeil. Et pour ça, on a besoin de faire appel à des techniques à base d'IA, notamment pour nettoyer nos données, parce que si on filme en continu une chambre, on a des patients, enfin des parents ou des interventions qui sont sur l'enfant, donc ces périodes-là, on ne peut pas les analyser en termes de sommeil pour l'enfant. On a la même chose au niveau du son, où on doit extraire les périodes d'intérêt, donc les périodes de pleurs de l'enfant pour les caractériser. Et toutes ces techniques d'IA nous permettent d'aller au plus proche de données propres, en fait. Et c'est ensuite, avec la connaissance que l'on a sur les informations qui peuvent être pertinentes sur le mouvement, par exemple, ou sur le pleur, que là, on se rapproche plus de techniques que l'on avait avant et qui ne sont pas IA, de façon à proposer des indicateurs qui restent cliniquement interprétables pour les médecins. C'est pas quelque chose qui serait possible de faire pour une équipe soignante à cause de la quantité d'informations à traiter, parce qu'on peut pas monitorer, un humain ne peut pas monitorer un bébé 24 heures et suivre vraiment toute l'évolution de son comportement. Non, aujourd'hui, c'est très compliqué. En fait, ça fait appel à des connaissances particulières où on a des personnels soignants qui sont formés à faire ces types d'observations et elles ou ils ne peuvent le faire que 1 heure d'affilée pour un nombre de bébés très restreint. Et en plus de ça, on a observé une certaine, même si les critères paraissent objectifs, une certaine subjectivité ou des erreurs liées à la fatigue, des choses comme ça. Donc c'est vrai que pour aller plus loin et pour pouvoir vraiment comparer les évolutions des différents enfants, il est nécessaire d'avoir des mesures objectives et en tout cas qui ne sont pas variables avec de la fatigue, ce qui est l'avantage des algorithmes pour ça. Donc ces algorithmes récupèrent plein de données pour ensuite être une aide à la décision, j'imagine, des praticiens. Est-ce qu'un jour on peut imaginer qu'ils arrivent à traiter toutes ces données et à peut-être prendre des décisions médicales ou ça semble... Non, ça semble très éloigné parce que de toute façon on a une complexité dans la prise de décision médicale qui ne va pas être possible par l'IA, notamment parce qu'on ne va pas pouvoir donner toutes les données de l'environnement complet à l'IA en entrée. On va avoir une limitation dans le type de données et l'ensemble de données qu'on va donner. Ça fait un petit peu beaucoup de mots de données. Et surtout, c'est pas du tout souhaitable. D'accord. C'est-à-dire que le médecin se retrouve avec la responsabilité du choix à la fin et donc doit montrer qu'il a un regard sur la prise de décision et en tout cas une compréhension de pourquoi c'est arrivé à cette décision. Donc il y a encore ce besoin d'humain, de décision humaine, parce que l'IA peut prendre, elle va pouvoir traiter une quantité de données extraordinaire, voir des choses que l'humain peut-être ne verrait pas, mais elle va prendre une décision qui est assez factuelle, qui est très froide, qui est très basée sur la donnée. Alors qu'on parle ici d'humains, on parle de bébés, on parle de prématurés qui sont parfois avec des symptômes lourds, des symptômes neurologiques. Donc on a besoin de continuer à avoir cette intervention humaine. On ne peut pas faire quelque chose automatiquement dans ce cas de figure. Non, en fait on peut faire des choses automatiques pour extraire des indicateurs, mais on ne peut pas faire une décision automatique de si le bébé va bien ou pas à la fin. Alors, en tout cas, pas une qui passerait pas sous le regard du médecin à la fin. Mais est-ce que c'est une limitation pour le moment technique ou une limitation éthique ? C'est les deux en fait, parce que d'un point de vue technique, c'est ce que je disais tout à l'heure, on ne peut pas donner
toutes les informations qui sont à l'hôpital à la machine. Il y a énormément d'informations qui sont liées à l'expérience d'un médecin qui ne vont pas pouvoir être intégrées dans la machine. En fait. C'est un peu compliqué à le dire parce qu'on pourrait se dire qu'on peut tout prendre, on peut tout mettre et puis tout va se mélanger, on va avoir ce qu'on veut, mais en fait on a des données qui ne sont pas formalisées encore et qui ne peuvent pas être comprises par la machine et dont le médecin se sert. Mais est-ce qu'un jour, peut-être qu'il y aura des algorithmes qui vont faire des choses meilleures, enfin, qui vont continuer à être meilleurs que certains praticiens sur des micro-décisions ? Oui. Ouais. Par contre, sur des micro-décisions, on peut avoir c'est typiquement le fait d'avoir une observation plus objective, plus répétable du sommeil, par exemple. Mais il y a aussi la même chose sur certaines annotations de données. On voit que quand on essaye d'entraîner nos algorithmes, nous, on demande à plusieurs médecins d'annoter nos données et on a une disparité dans ces informations. Déjà, il y a des variations entre cliniciens. Il y a aussi une variation dans le temps entre les cliniciens. Mais sur certaines tâches, ça va être des tâches très précises qui ne vont pas avoir forcément l'impact sur la santé directement du patient. Ça va être comment délimiter au mieux, par exemple, une fracture sur une image. La façon de le faire va être un peu différente selon les médecins. Mais la fracture, elle sera toujours vue. Toutes ces IA, ce sont des algorithmes qu'on va entraîner, donc on va régler à partir des données. Si notre ensemble de données n'est pas représentatif du problème qu'il va falloir résoudre, on n'y arrivera jamais. Si on n'a pas assez de données, on n'y arrivera pas non plus. Donc, et si notre ensemble de données est biaisé, on va avoir le biais. Donc finalement, on va avoir le biais ou pas, ça va dépendre, mais on peut avoir le biais puisqu'il est sous-jacent, il est dans les données. Et donc dire que l'algorithme va forcément faire mieux, c'est pas forcément le cas parce que notre ensemble de données, il est aussi lié à l'humain. Donc on a ces questions-là à prendre en compte pour le développement des algorithmes fiables. Et en fait, en santé, on va surtout se concentrer sur des infinies tâches, toute la prise en charge. Et pourtant, Raphaël, je me tourne vers vous, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement en science-fiction, ces espèces de robots humanoïdes qui s'occuperaient de nous très bien et qui anticiperaient absolument tous les problèmes qu'on pourrait avoir. C'est un grand passif de la science-fiction. Oui, bien sûr, mais il y a une question qui est super. Enfin, il y a deux questions qui sont très importantes dans l'intelligence artificielle. Il y a les moyens qu'on lui donne, c'est-à-dire que ce que tu disais, qu'est-ce que l'intelligence artificielle en santé, on lui laisse prendre des décisions ou c'est à la fin quand même le médecin qui la prend. Donc si on donne des moyens d'agir aux intelligences artificielles, il faut faire très attention. Parce qu'à partir de là, elles agissent, quoi. Et donc elles peuvent faire des erreurs. Et donc qui est responsable en cas d'erreur ? Est-ce que c'est l'intelligence artificielle elle-même ? Est-ce que c'est le concepteur de l'intelligence artificielle ? Est-ce que c'est le médecin qui a laissé l'intelligence artificielle faire la chose ? Donc il y a vraiment cette question qui est très très centrale, donc la question des moyens, quoi. Et pour moi, c'est le truc sur lequel il faut faire très attention. Et ça me rappelle aussi les histoires des voitures autonomes qui sont en train d'émerger complètement aujourd'hui, où aujourd'hui on commence à avoir des intelligences artificielles qui pilotent des voitures et qui vont être amenées à prendre des décisions. Et il y a une maman avec un landau qui traverse devant nous, est-ce que je choisis de foncer dessus ou d'aller dans le platane et de tuer mon conducteur ? Et donc il y a vraiment des questions comme ça qui sont en train d'émerger et que donc pour l'instant en santé vous restez prudent là-dessus, donc c'est toujours le médecin qui prend la décision finale. Mais ça c'est un point central de l'IA qui va avoir lieu, puis on rentre dans les problèmes de robots et de loi d'Asimov et tout ça avec ça évidemment, quoi. Mais oui, c'est des questions très complexes. C'est des questions que vous avez abordées, toutes ces questions de l'émotion que peut ressentir des algorithmes, une IA, notamment dans Thinking Eternity. J'ai un extrait là qui parle justement de ça, qui dit que plutôt que de parfaites émotions artificielles dont les humains sont également capables, il y a deux scientifiques dans votre roman qui proposent le terme d'intelligence viscérale, quelque chose qui serait développé par les entrailles humaines, contrairement aux intelligences artificielles qui ont une impossibilité structurelle de coder cette intelligence viscérale dans les machines. Est-ce que finalement, une des limites qu'on pourrait poser entre la créativité et ce que peuvent ressentir les humains par rapport à un algorithme ou une IA, elle serait du terme de l'émotion. C'est très compliqué. Alors d'abord pour la petite histoire, cette histoire d'intelligence viscérale, j'y crois pas forcément. C'est une hypothèse narrative que je fais et dont j'ai besoin pour autre chose dans mon roman. Donc j'avais besoin de freiner mes intelligences artificielles, de leur dire non, elles vont pas jusqu'au bout, elles vont pas jusqu'à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle forte, c'est-à-dire celle qui serait capable de faire
tout ce qu'un humain fait au moins aussi bien. C'est-à-dire de nous donner complètement illusion sur le fait que c'est peut-être on ne sait plus distinguer cette intelligence artificielle d'un être humain. Donc c'est un peu un truchement que j'ai utilisé pour ça. Et sur l'émotion, c'est très très difficile de savoir ce que c'est qu'une émotion. Moi je ne sais pas bien, hein. C'est-à-dire que si une IA arrive à complètement reproduire jusqu'au bout une émotion humaine, est-ce qu'elle en est capable ou pas Moi j'ai pas la réponse. Est-ce que c'est par exemple quand on produit quelque chose, quand on crée une œuvre, quand on crée un morceau de musique, un dessin, on est satisfait, on a un sentiment d'accomplissement, de fierté, ce eureka ou ce ah même qu'on peut avoir en science, d'avoir trouvé quelque chose, alors que l'IA, elle va juste avoir produit quelque chose et elle va passer à autre chose. Je veux revenir sur quelque chose que tu disais tout à l'heure, où tu disais quelle est la différence avec un cerveau humain si l'IA fait finalement ce que fait notre cerveau, c'est-à-dire qu'elle va digérer des influences et les ressortir. C'est que l'IA n'a pas de vécu. L'IA ne se promène pas dans la rue, l'IA n'a pas d'émotion, l'IA n'a pas de ressenti, en tant qu'être individuel, en tant que membre d'une communauté, en tant que membre d'une espèce. Et ce qui fait que l'IA ne peut que broyer et reconstruire, mais elle ne peut pas nourrir. C'est-à-dire que la différence essentielle qu'il y a par exemple avec le processus créatif, je veux dire global de l'humanité, comparé à ce que peuvent faire les IA, c'est que nous, on se nourrit mutuellement, mais on rapporte en plus, à chaque fois, même si c'est un micro-fragment, on rapporte quelque chose en plus qui est notre vécu, qui est notre ressenti. Et une IA pourra peut-être un jour imiter à la perfection un dessin qui exprimera le ressenti de la chaleur du soleil sur ton visage, mais l'IA ne ressentira jamais le soleil sur son visage parce qu'elle n'a pas de visage et qu'elle ne perçoit pas le soleil. Donc après, moi, ce que j'ai essayé de faire dans ma BD, c'est que Dans Bolshoi Arena. Dans Bolshoi Arena, c'est qu'il y a en quelque sorte le Bolshoi, donc c'est un univers virtuel qui est une réplique exacte d'une autre, où va émerger une vie synthétique, donc une vie peuplée d'intelligence artificielle. Mais en quelque sorte, ils ont cette base, puisque ces intelligences artificielles qui émergent sont en quelque sorte une biologie différente, mais qui existent dans un univers où elles ont un vécu, où elles ont comme ça ce feedback sensoriel, et où là pour le coup, donc dans cet univers parallèle entre guillemets, dans cet univers synthétique où naissent des consciences synthétiques, là pour le coup on peut se poser vraiment la question de est-ce que c'est vraiment une nouvelle forme de vie, est-ce que c'est vraiment une intelligence à proprement parler comparable à celle de l'humain, parce que oui, pour le coup, elles partagent plus que simplement des données. Elles ont un vécu. Si je peux me permettre, tu disais tout à l'heure, c'est jusqu'à ce qu'on arrive à le faire en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pourrait mettre des IA, enfin on n'en est pas tout à fait là, mais on pourrait mettre des IA dans des robots avec des capteurs qui leur permettent de sentir la chaleur du soleil sur leur peau et d'essayer de reproduire au maximum ce que fait un humain. Alors ça passe par plein de choses, ça passe par la reproduction, ça passe par le vécu, comme tu le dis, quoi. Donc pour l'instant, l'approche qu'on a des systèmes de deep learning et tout comme ça, c'est pas du tout ça. C'est des données, c'est des intelligences qui digèrent des données énormes qui viennent en général par un seul canal, par exemple les réseaux sociaux. Donc qui ratent un pan immense de nos expériences d'être humain. Mais peut-être que demain on y arrivera et que cette frontière entre les deux, elle va s'affiner, quoi. Les limites vont être de plus en plus fines. Et j'ai fait comme toi aussi. Moi aussi, j'ai mis mes IA dans des mondes virtuels dans lesquels je me dis, on reproduit tout. Et on reproduit tout, y compris les sensations qu'on n'attend pas dans un monde virtuel. C'est-à-dire, par exemple, dans les mondes virtuels actuellement, il n'y a pas d'olfaction, il n'y a pas de goût et tout ça. Si, c'est codable en fait. Donc codons-le. Codons-le. Je ne dis pas qu'il faut le faire, mais c'est ce que j'ai fait dans mes bouquins. Des mondes virtuels dans lesquels tout ça est codé et dans lesquels ces IA peuvent se rapprocher dans le monde virtuel très 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 proche, comme dans Bolshoi Arena, de ce que nous sommes, êtres humains. Et moi je pense que justement il y a aussi une confusion dans l'esprit des gens sur les intelligences artificielles qui est de l'ordre de la nature même des intelligences artificielles, c'est-à-dire qu'on imite tellement bien l'humain qu'on a l'impression qu'il y a une intention humaine derrière. Mais c'est comme si on voyait une statue absolument parfaite et qu'on pensait se rapprocher de la vie en faisant des statues de plus en plus réalistes. C'est faux. Une statue sera toujours une statue. T'auras beau la faire précise jusqu'au port de la peau près, de manière que même avec un microscope, quelqu'un ne pourrait pas voir que c'est de la pierre.
ça resterait une statue. Pour les intelligences artificielles, moi je le vis un peu comme ça, c'est-à-dire que je me dis, on aura beau faire les fameux tests de Turing qui peuvent bluffer l'humanité entière, etc. S'il n'y a pas un changement de nature fondamentale dans l'IA, on sera toujours dans l'imitation du vivant. On ne sera pas dans la réplique de l'essence même du vivant. Oui, dans mon exemple, les robots restent des robots, ils ne sont pas en carbone, quoi. Et c'est même sa définition d'une imitation de l'humain. Enfin, dans la définition de l'intelligence artificielle, on parle d'imiter et pas justement de remplacer. Et justement, il y a l'IA Artemis dans Thinking Eternity qui dit, sans spoiler la suite, mais au début, on va dire dans la première moitié du roman, qui explique à sa créatrice tu m'as si bien programmé que j'ai été capable de construire un modèle reproduisant à la perfection le système émotionnel humain, puis j'ai emmagasiné des données académiques sur le sujet, je t'ai observé interagir avec d'autres et je crois que j'ai réussi à te convaincre quand j'ai délibérément introduit dans mon algorithme une composante aléatoire, irrationnelle si tu préfères. Et c'est tellement surprenant que ces IA parfois ont des comportements qui ressemblent peut-être à des comportements humains. On pourrait peut-être parfois parler d'improvisation, peut-être même d'instinct. C'est difficile à dire si c'est réellement ça, mais c'était l'exemple avec le jeu de Go, le coup 27. Le 37e le 37e coup, où on n'arrive pas à savoir, mais est-ce que c'est de l'impro, est-ce que c'est du bluff, ou est-ce que c'est vraiment juste un calcul donc est-ce que ça rapproche pas quand même vraiment bien de l'humain avec ces comportements-là? Ça se code, ça, en fait. Hein. C'est un choix de développement de l'IA elle-même. Est-ce qu'on met de l'aléatoire ou pas? Et donc, il y a tout un pan d'algorithmes qu'on appelle génétique, dans lequel on le fait, justement. Parce que donc, un algorithme génétique, c'est vous prenez plein d'IA, vous les confrontez à un problème et vous les scorez à la fin. Vous faites, par exemple, courir 50 IA, puis vous gardez les 3 meilleurs. Et vous les faites se reproduire entre eux, se mélanger, tout ça. Et on se rend compte assez vite que ça dépend des situations, mais dans ces algorithmes-là, on a intérêt à rajouter de l'aléatoire, ce qui est l'équivalent d'une mutation en fait, génétique, c'est un changement. Et donc ça se code, en fait, ça se décide de rajouter de l'aléa ou pas dans un processus d'intelligence artificielle. Alors peut-être que pour les enfants prématurés, il ne faut pas le faire, je ne sais pas, mais... En fait, on a cette histoire d'aléatoire pour initier nos modèles de toute façon. Mais c'est vrai qu'on n'a pas cette volonté d'ajouter de l'aléatoire spécifiquement. Alors comme le musicien ou la musicienne qui traduit une mélodie et qui les traduit ensuite de sa tête à une partition avec des notes de musique, il existe ce passage obligé, a priori, pour chaque artiste de traduire ce qu'on a dans la tête pour le mettre sur papier, que ce soit de la musique, de l'art ou un roman. La conceptualisation, est-ce que c'est difficile pour les humains de conceptualiser quelque chose à partir d'autres bases que celles que l'on connaît? Est-ce que c'est pas une de nos limites en tant qu'humains de ne pas pouvoir conceptualiser autrement qu'avec les visualisations qu'on a déjà? Je pense particulièrement aux aliens, qu'on a eu très longtemps du mal à imaginer autrement qu'avec une tête, un tronc et des jambes très humanoïdes, alors qu'il existerait des formes de vie extraordinaires autrement. Boulet, pour commencer. Alors oui, j'ai envie de dire oui et non, c'est-à-dire que les limitations ne sont pas forcément mauvaises. Tu prends l'exemple des aliens par exemple, c'est très facile en fait d'imaginer un alien n'importe quoi. Il y en a eu plein dans la SF. Il y a eu des exemples de nuages qui parlent, de méduses qui envoient de l'encre et qui communiquent avec des taches d'encre. On est très bon pour imaginer des trucs. La nature est encore meilleure que nous. C'est-à-dire que tu fous une caméra au fond de l'eau, tu te rends compte que la nature a fait un truc encore plus barré que tout ce que tu aurais pu imaginer. Mais par exemple, si tu prends les lois de la physique sont les mêmes partout dans l'univers. Et donc, si tu veux faire un alien crédible, il y a un moment où tu vas devoir te confronter aux lois de la physique. Si tu fais une planète cubique au bout de l'univers, il va falloir que tu le justifies bien, parce que la gravité, en fait, elle fait des planètes rondes. Il n'y a pas un endroit où la gravité fait des planètes carrées, a priori. Et c'est pareil pour le vivant. Je pense que si tu veux créer un être intelligent, tu dois te dire que c'est un être qui interagit avec son environnement. Donc cet être, il doit avoir des capteurs. Il doit avoir... capter et qu'est-ce qui est disponible, les sons, les vibrations, la lumière. Donc si tu fais un outil capable de capter la lumière, tu réinventes l'œil. Si tu fais un outil capable de capter les sons, tu réinventes l'oreille, etc. etc. Et finalement, tu vas te retrouver avec un alien qui va avoir des outils de perception proches des nôtres. Et puis après, tu vas te dire, s'il a un centre névralgique pour analyser tout ça, il va avoir probablement un cerveau.
Et puis les centres sensoriels, ils sont souvent proches du cerveau, donc tu vas avoir une tête. Et c'est ce qu'on appelle la convergence évolutive. C'est pour ça que finalement, un diplodocus avec son long cou finit par ressembler un peu à une girafe, qu'un tricératops finit par ressembler à un rhinocéros, qu'une autruche finit par ressembler à un raptor ou un truc comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment, les lois de la physique contraignent l'apparence des choses. Et quelquefois, si tu veux faire un alien capable de communiquer avec des humains, tu es obligé de faire un truc qui ressemble vaguement à un humain. Tu peux lui mettre 3 jambes si ça te fait plaisir, mais 3 jambes dans la nature, c'est pas utile. T'es plus dynamique, t'es plus rapide avec 4 jambes, t'es plus stable avec 4 jambes, t'es plus dynamique avec 2 jambes. La 3e jambe, c'est de la perte d'énergie. La nature déteste gaspiller de l'énergie, donc c'est pas très logique d'avoir un alien à 3 jambes. Raphaël, justement, est-ce que ce ne serait pas une limite levée par l'utilisation des algorithmes qui sont sans filtre, qui oseraient justement créer, même si ce n'est pas efficient, des aliens à 3 jambes, des animaux même terrestres avec 3 yeux. Eux, ils vont aller plus loin, ils vont être sans limite. Est-ce qu'on pourrait se nourrir aussi de ça pour aller plus loin dans ce qu'on peut imaginer ? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faudrait leur demander ça spécifiquement, c'est-à-dire si elles se basent sur les représentations qu'on a déjà produites et tout ça, ils vont produire des êtres à 2 jambes et 2 yeux. Enfin, le nombre d'yeux, en fait, on a de la marge, on fait ce qu'on veut. Mais les araignées. C'est plus les jambes qui... Et donc il faut leur demander ça spécifiquement, et pourquoi pas. Mais pour moi il y a 2 points. Il y a effectivement la physique, c'est-à-dire une espèce de logique de ce qu'on sait et tout ça, et il y a le public en fait. C'est-à-dire que quand vous concevez une bestiole, il faut que votre public la comprenne, et on a donc tout un tas de codes communs dont certains dérivent clairement de la science. Et donc créer une bestiole très 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 bizarre, c'est sans doute se passer d'une grosse partie du public qui va rien comprendre à cette bestiole. Je prends un exemple, par exemple Lovecraft qui a créé des bestioles très bizarres. En fait, il les décrivait quasiment pas, parce que il vaut mieux laisser le lecteur s'imaginer son truc, et dans la tête de 2 lecteurs. Alors bon, Lovecraft a été tellement illustré depuis que ça a divergé, mais si on reste à Lovecraft dans le by the book, un Azathoth dans la tête d'un lecteur et un Azathoth dans la tête d'un autre lecteur, c'est pas le même. Et donc ça, c'est un vrai frein en fait à la créativité. C'est une vraie limite, c'est qu'à la fin, il faut se confronter à un public, et il faut que le public comprenne, enfin qu'on ait un langage commun et qu'on arrive à dialoguer avec le public. Donc moi, c'est même pour moi le frein le plus fort en fait. On n'écrit pas, enfin moi, peu de gens écrivent pour eux-mêmes. Il y en a, je crois. Mais quitte à laisser le public faire le travail, comme dans le cas de Lovecraft, où il adore dire « je contemple l'indicible ». Et puis c'est toi qui décides de ce que c'est que l'indicible dans ta tête. Exactement. Mais je vais reprendre aussi l'exemple qui m'a fait beaucoup rire, parce que c'est la confrontation entre 2 univers. C'est les techniciens en IA qui sont venus rencontrer Miyazaki. Donc tu vois, Monsieur Totoro qui pense qu'il faut aller dans la forêt, respirer les feuilles des arbres et toucher les troncs, et qui se trouve face à des gens qui essayent de lui expliquer comment un ordinateur... Et justement, eux, ils avaient fait par exemple des personnages en demandant aux IA de leur apprendre à marcher. Mais l'IA, elle ne sait pas faire de préférence entre la tête et le pied. Pour elle, c'est juste des appendices qui ont des articulations. Et donc l'IA faisait des espèces de créatures qui ressemblaient à des zombies, qui marchaient de temps en temps en appuyant sur le genou et la tête pour avancer comme ça. Et ça faisait des visions absolument épouvantables. Et Miyazaki était horrifié et disait que c'était une insulte à la vie elle-même. Mais les gars essayaient de lui expliquer, c'est parce que ça s'éduque en fait. Il faut que l'IA elle comprenne que non, on marche pas sur la tête parce que ça fait mal. Mais petit à petit, peut-être qu'on pourra entraîner l'IA à faire des humains qui marcheront normalement. Alors j'ai plus la référence malheureusement, mais à Annecy cette année, il y avait un court-métrage très très drôle comme ça sur un animateur qui a passé des semaines à essayer d'éduquer une IA à faire un salto arrière. Et donc il montrait tous ses essais où l'IA tombait 1 milliard de fois, enfin c'est pas 1 milliard, mais c'était du genre, il faisait essai 2600 et l'IA se cassait la gueule, essai 5000, et puis vraiment au bout de je sais plus 10 000, 12 000 essais, l'IA avait compris le truc et comprenait comment se propulser pour faire un salto arrière, et puis ça y est, c'était réglé quoi. Cette IA, on a l'impression qu'il faut effectivement l'éduquer, qu'elle pourrait ne pas avoir de limites, mais finalement, on connaît par exemple le syndrome de la page blanche chez les auteurs ou les illustrateurs qui se retrouvent confrontés à une panne d'inspiration. Est-ce qu'une IA pourrait arriver un jour à une limite où elle n'arrive plus à créer, où elle n'arrive plus à faire un truc original et ça y est, elle a besoin de l'homme? Elle ne fait déjà pas des trucs originaux, en fait, c'est ça le truc. C'est très marrant, c'est que les images impressionnantes qu'on voit générées par une IA,
c'est des trucs redigérés d'artistes qui existent déjà. La plupart, quand on demande un rendu graphique. Sinon, elles essayent d'imiter ce qu'elles ont vu sur des millions de photos. Donc elles n'ont pas d'originalité à proprement parler. Elles font une espèce de travail statistique. Et c'est pareil quand on leur demande, fait dans le style de Rubens, un portrait de Gérard Depardieu en train de manger des moules. Elles vont le faire, ça va être incroyable, on va se dire purée c'est super, mais c'est pas de la créativité. C'est-à-dire qu'elles ont juste mélangé de la photo avec la moyenne d'un rendu des tableaux de Rubens et elles ont généré une image. C'est, comme je disais, c'est comme utiliser des Lego et réassembler sans rapporter de nouvelles pièces. Donc leur limite, c'est juste comment elles sont construites, sur le fait qu'elles c'est comment on les nourrit, trucs. c'est la quantité d'informations qu'on leur donnera à dévorer. Et puis peut-être pour enfoncer le clou, le vrai créateur dans l'exemple que tu viens de donner, c'est le mec qui demande à l'IA de faire la façon de Rubens Depardieu avec des moules. C'est là qu'est la vraie création en fait. Oui. Est-ce que Parce que c'est une très bonne idée. Est-ce que finalement la limite reste humaine dans tous les cas, puisque c'est conditionné à ce qu'on va donner à manger à l'IA, c'est limité parce qu'on sait nous-mêmes de nos connaissances, de la façon dont on peut formuler les choses et de nos capacités de réflexion aussi qui ne sont pas infinies en tant qu'humains. Moi je pense que c'est un outil, tout simplement. Alors je sais que... alors moi après j'ai des considérations qui sont éthiques parce que je veux que mon métier reste protégé. Et effectivement, tous les exemples que je donnais tout à l'heure pour les illustrations qui vont devenir des IA, je pense que ça pose des vrais problèmes éthiques, parce qu'il y a des gens qui ont travaillé, qui voient leur travail se faire réapproprier par une machine. Et quand je dis réapproprier, c'est vraiment leur travail qui est broyé et revomi pour faire une image qu'on va appeler image originale et qui va être utilisée à la place du travail original. Mais ce n'est qu'un outil, c'est nous qui allons décider de comment on l'utilise. Mais se sentir menacé, en tant qu'artiste, se sentir menacé par la créativité des IA, je pense que c'est aussi con qu'être déménageur et être menacé par la force d'une grue. Tu vois, c'est une machine, c'est un processus mécanique et c'est normal. Moi, je pense que c'est normal qu'au bout d'un moment, les machines arrivent à nous battre au Go ou aux échecs, parce que il y a un nombre astronomique, mais limité de combinaisons, et il y a un moment, il faut admettre que les machines sont meilleures que nous pour traiter ce genre de nombre. Alors dernière question pour terminer cette émission riche en réflexion, qui se terminera également par une dernière citation, toujours de Thinking Eternity, où nous autres humains n'attendons qu'une chose, redevenir supérieurs aux machines qui nous dépassent déjà sur de nombreux points, savoir que notre intelligence est unique et va nous rassurer. Donc on est dans le domaine de la science-fiction, puisqu'apparemment on n'a pas encore été trop dépassé par les IA, mais finalement, est-ce que ce n'est pas l'humanité, et je pose la question à tous les trois, est-ce que ce n'est pas l'humanité qui va brider et limiter le potentiel créatif et même d'intelligence des machines du futur ? Qui veut commencer cette vaste question ? Sandy. Je pense qu'il y a un élément qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est que c'est pas non plus magique. L'intelligence artificielle, c'est un algorithme qui a été écrit avec des façons d'agencer des paramètres d'entrée. Et ces façons d'agencer les paramètres d'entrée ne prennent pas en compte aujourd'hui l'émotion. C'est-à-dire qu'on a vraiment des combinaisons, des calculs qui sont faits sur des valeurs en entrée. Et c'est pas ces éléments-là qu'on utilise nous en tant qu'humains. Donc, je pense que pour pouvoir aller encore plus loin, il faudrait réfléchir à d'autres façons de créer des algorithmes qui prendraient en compte autre chose, quoi. Donc on en a encore loin. Raphaël ? Ouais, la grande nouveauté, c'est le point clé, c'est qu'on est créateur de ces IA, en fait. C'est nos créations. Et donc l'humanité et notre genre est nous sommes les premiers à créer quelque chose qui potentiellement nous dépasse. Et comme vous l'avez dit, ça nous dépasse depuis longtemps. La calculatrice fait mieux les multiplications que nous, et c'est pas nouveau, quoi. Et donc le champ des variations est de plus en plus élevé, et pour nous c'est une question de responsabilité, d'éthique. Enfin, ce sont nos créatures, à nous d'en faire ce qu'on veut en tant que société, qu'individu. Et donc il est pour moi effectivement crucial de bien poser les choses, de décider collectivement, est-ce qu'on les bride, est-ce qu'on les bride pas. Est-ce que... il y a une hypothèse de science-fiction que j'aime beaucoup, mais qui va pas vous faire plaisir forcément, c'est... si on se rend compte demain que les IA sont bien meilleurs que nous, qu'on arrive à créer des êtres qui flinguent pas la planète, donc les IA auraient compris qu'on a quelque chose que nous on a du mal à comprendre, et est-ce qu'il faudrait pas carrément leur laisser la place et disparaître nous ? Je pose ça sur la table pour... Moi je pense que le vrai danger avec les IA, c'est que la plupart des gens n'ont pas la moindre idée de ce que c'est en fait.
il y a une illusion d'objectivité, il y a une illusion de créativité. Je pense que les gens ne comprennent pas les processus qu'il y a derrière. Donc je vais faire quelque chose de pas du tout élégant, mais je vais faire de la pub. J'ai dirigé un livre que des amis ont écrit, donc c'est un livre de Fibre Tigre et Arnold Zéphyr, illustré par Héloïse Chauchois, et le livre s'intitule « Intelligence artificielle, miroir de nos vies ». Et c'est sorti aux éditions Delcourt. Et c'est un livre, je pense, qui est très utile pour comprendre la base, c'est-à-dire ne pas penser, comme disait Raphaël, que c'est quelque chose de magique, qu'il y a un ordinateur qui réfléchit et qui produit des idées. C'est pas ça une intelligence artificielle, c'est un processus statistique, c'est un processus qui est biaisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'objectivité dans une intelligence artificielle. C'est pas parce que l'ordinateur a sorti un chiffre que le chiffre est vrai. Il y a des tas de composantes politiques, sociologiques à prendre en compte, de quoi on nourrit la machine, parce que c'est ça qui aussi justifie ce qui en sort. Il y a eu des expériences comme ça où on nourrissait de réseaux sociaux des machines et elles devenaient racistes, sexistes, violentes dans leur sortie, parce que simplement c'est ce que c'est que les réseaux sociaux. Si tu nourris une machine avec un saladier de chiasse, il ne faut pas t'attendre à avoir quelque chose d'autre de l'autre côté. Et donc voilà, je pense que c'est important d'avoir une très bonne notion enfin pas une très bonne notion, mais au moins une notion de base de ce que c'est l'intelligence artificielle pour ne pas mal la comprendre. Parce que c'est de là que va dépendre notre réponse éthique aux problèmes qu'elle pose. En effet, on ne peut que conseiller cette BD de Héloïse Chauchois, Fibre Tigre et Zéphyr, Intelligence artificielle, et Héloïse, qu'on avait déjà reçue au Labo des Savoirs pour les Utopiales. Et voici une limite que nous ne pouvons dépasser, celle de l'heure qui nous a été donnée pour notre discussion aujourd'hui et qui n'aurait pu se faire sans nos invités que je remercie, Raphaël, Sandy Boulet ainsi que Sophie pour cette co-animation et Mathis à la réalisation. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés aujourd'hui au Labo des Savoirs. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions et nos podcasts sur labodessavoirs.fr ou sur votre application de podcast préférée. Suivez nos réseaux sociaux pour toutes nos actualités et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.